Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est Nolwenn Saget qui prend la parole. Nolwenn et son mari Olivier sont les parents de 3 enfants, Nathan, Pierre et Colline. À la naissance de Colline, ils ont découvert qu'elle était arrivée avec un extra, un chromosome 21 en plus. Nolwenn nous raconte ici l'histoire de son couple, de sa famille. Comme toutes les histoires, celle-ci a ses hauts, ses bas et les enseignements qu'on choisit d'en tirer. Vous pourrez découvrir Nolwenn à travers 2 épisodes diffusés sur nos différentes plateformes. Dans ce premier épisode, Nolwenn nous présente notamment la trisomie 21 et nous explique comment elle est arrivée dans leur vie de façon fracassante, pour ne pas la citer. Elle nous parle aussi de l'invisibilisation des personnes en situation de handicap. Alors quelque part, j'espère qu'après cet épisode, vous regarderez autour de vous, le cœur au bord des yeux, ce monde et ceux qui l'habitent. Je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Nolwenn. Bien le bonjour Nolwenn. Bonjour Louane. Est-ce que ça va bien ? Ça va bien, merci. Ben c'est super. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Nolwenn. Mon nom de famille, c'est Saget. Je suis mariée à Olivier. J'ai 43 ans. Nous habitons Rennes avec nos 3 enfants et notre chien. Nous avons donc 3 enfants, Nathan, Pierre et Colline. Nathan aura bientôt 16 ans, Colline bientôt 6 ans, donc 10 ans d'écart entre tous les deux. Et au milieu, on a Pierre, qui a eu 9 ans. Super. Alors, donc le sujet dont on va beaucoup parler, ça va être Colline et sa petite surprise. Mm-hmm. Est-ce que, déjà pour être sûr que tout le monde sache un peu de quoi on parle, tu pourrais, avec tes mots, expliquer ce qu'est la trisomie 21 et comment toi tu le qualifies ? Parce qu'on peut entendre maladie, anomalie génétique, handicap, tout ça. Donc qu'est-ce que c'est aussi pour toi, cette trisomie ? Alors, peut-être avant de qualifier et de caractériser en fait peut-être la trisomie 21, peut-être juste dire que en effet encore aujourd'hui en France, on a des représentations qui sont quand même très et j'en étais la preuve, clairement, qui sont quand même très loin de la réalité de ce qu'est la trisomie 21 aujourd'hui. Alors oui, il y a des troubles. Il y a des troubles et il y a du déficit intellectuel. Oui, il peut y avoir des troubles, on va dire, et caractériser les choses plutôt de l'ordre psychomoteur, du langage, etc. Mais en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que donc la trisomie 21 n'est pas une maladie, on ne peut pas en guérir. C'est un peu ça la base de la définition de la maladie, on en guérit ou pas, et parfois on ne peut pas en guérir, mais il peut y avoir des traitements, etc., qui peuvent permettre d'améliorer les choses. Là, pour la trisomie 21, en fait, les traitements, ça va être des prises en charge par des professionnels médico-sociaux, et qui vont permettre justement de pouvoir améliorer les choses, accélérer, c'est pas tout à fait ça, mais accompagner l'enfant dans ses difficultés, dans des apprentissages qui seraient plus longs. En fait, la trisomie 21, pour bien comprendre, c'est 3 chromosomes 21 au lieu de 2. Donc du coup, Colline, elle a 47 chromosomes et non pas 46 chromosomes, comme la plupart de la population aujourd'hui. Donc du coup, trisomie, c'est ça, c'est la trisomie 21. 3 chromosomes 21. Ok. Et du coup, comment est-ce que toi, tu qualifies cette trisomie ? Alors, la trisomie 21, en fait, elle va venir et elle va... En fait, je fais une petite digression. La généticienne qui nous a confirmé le diagnostic de trisomie 21 pour Colline nous a indiqué que Colline, elle avait une trisomie 21 et qu'on retrouvait tous les marqueurs de la trisomie 21 dans toutes les cellules de son corps. Donc du coup, ça veut dire que la trisomie 21, elle est présente partout et elle nous a précisé aussi que c'était une trisomie 21 libre et homogène. En fait, il y a plusieurs trisomies 21, plusieurs manières d'être porteur de trisomie 21. Ça peut se faire, ça peut être d'ordre génétique. Donc du coup, il peut y avoir des marqueurs et
qui sont héréditaires. Il peut y avoir aussi une trisomie 21 par translocation, etc. Enfin après, voilà, il y en a d'autres que moi qui le diraient de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus scientifique. Mais moi, voilà, je le dis pour Colline, c'est une trisomie 21 libre et homogène, c'est-à-dire qu'il y a il n'y avait aucune raison que la trisomie 21 arrive dans nos vies, et pourtant elle est là. Donc voilà, c'est juste au moment en fait de la comment on dit ça en langage scientifique, c'est quand les cellules se divisent. Oui, au niveau de la méiose mitose. Voilà, exactement. Et ben du coup, tout à coup, il se passe un truc. Et ça déraille un petit peu, ça dérape un petit peu. Et en fait, ce qu'on retrouve comme terminologie, on peut dire que c'est une anomalie génétique, une aberration chromosomique. On lit ça encore aujourd'hui sur certains documents qu'on doit compléter. Mais voilà, c'est quand même des mots difficiles parce que ça il y a quand même un enfant derrière, donc de dire une anomalie, une aberration, ça... En fait, en effet, au départ, ça peut choquer, ça nous a choqués. Après, en fait, moi, c'est des termes que je mets un peu à distance parce que ça reste du langage scientifique, en fait. Si tu veux, okay. c'est pas le langage du grand public. Non, c'est pas le langage du grand public. Ce terme d'aberration chromosomique, je l'ai vu dans le carnet de santé de Colline où en effet c'est noté, le médecin doit faire un retour, un rendez-vous annuel et donc du coup il coche la case aberration chromosomique. Donc oui, la première fois c'est choquant et tu dis n'importe quoi et puis en fait après tu finis par dire en fait c'est la terminologie c'est le code, médicale. Quoi. C'est le code, on pourrait améliorer ça. Après, j'ai envie de dire... Parce que c'est la priorité dans les combats. Il y a d'autres batailles à mener que celle-ci. Par contre, il y a une bataille quand même qu'on mène, c'est celle de dire, en tout cas ça c'est propre vraiment à nous, et on n'est pas les seuls à le faire, c'est que Colline, elle n'est pas trisomique. Colline, elle est porteuse de trisomie 21. Elle a une trisomie 21, elle n'est pas une trisomie 21. Colline, c'est d'abord une petite fille qui a bientôt 6 ans, qui se développe à son rythme, mais qui est jolie comme un cœur, qui a perdu ses 2 petites premières dents il y a de ça quelques semaines encore, qui a des petits yeux rieurs, et voilà. Et c'est ça en fait qu'on a envie de dire, et elle n'est pas trisomique. Moi, j'aime pas du tout ce terme. Ouais, c'est faire un peu la part des choses entre la personne qu'elle est et tout ce qu'elle peut représenter, et sa génétique et pas son extra, quoi. Exactement. Et en fait, c'est parfois tu te dis ouais, c'est juste jouer sur des mots, franchement. C'est pas les réduire à faire. Mais en fait, jouer sur des mots, ça veut dire aussi que derrière, en fait, tu commences justement à aller sur des projections et à aller sur des stéréotypes que les gens peuvent avoir. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les mots, ça commence par là, la manière dont tu vas, tes interactions avec les choses, ta manière de les visualiser. Exactement. C'est super important. Exactement. Ouais. Et au niveau du grand public, est-ce que tu as l'impression que c'est quand même la trisomie 21, c'est assez connu, les gens, c'est ce que tu disais, c'est un peu une fausse question vu que tu disais au départ que toi aussi, au départ, tu te retrouves projeté dans ce monde-là du jour au lendemain. Donc, est-ce que depuis, que ce soit au départ quand Colline est née ou là depuis maintenant presque 6 ans, que la connaissance du grand public a pu évoluer, donc que les gens arrivent un peu mieux à appréhender ça au-delà des clichés ou pas? Je pense qu'on vit je pense qu'on vit quand même dans un univers en fait qu'on s'est créé, qu'on s'est recréé en fait à partir de la naissance de Colline. Je pense qu'en fait on n'est pas la première année, ce qui a été difficile, c'est vraiment de se dire voilà, ça va être notre vie. On rentre dans le monde du handicap. Parce qu'en effet, la question que tu posais tout à l'heure, c'est on parle de handicap, d'anomalies génétiques, etc. Et en fait, tu dis voilà, en effet, mon enfant, elle a 2 bras, 2 jambes, voilà, elle a tout ce qu'il faut à la bonne place. Son cœur va bien, ce qui n'est pas le cas de 50% des enfants porteurs de trisomie 21 en règle générale. Voilà, il y a tout un tas de trucs comme ça qu'on vérifie, un peu de check-up à la naissance pour savoir comment ça va et s'il y a d'autres pathologies associées, parce qu'il peut y avoir des pathologies associées. Et pour Colline, c'était pas le cas. Et c'est vrai que du coup, cette question du handicap, en fait, elle est très particulière parce que finalement, au début, t'as pas l'impression. Et donc du coup, on te dit, ta vie change, mais en fait, elle change pas. Donc c'est un peu schizophrénique comme truc. Et puis tu fais tout ton travail sur toi, en fait.
Ça peut paraître un peu égoïste, un peu égocentré de le dire, mais en fait, il y a besoin en fait de faire ce travail dans un premier temps. Ça prend plus ou moins de temps. Il y a des Donc gens, ça, c'est un travail d'acceptation. Ouais, c'est le travail d'acceptation. Après, acceptation de la trisomie 21 de notre fille, de cette nouvelle réalité, de ce qu'elle engendre en fait dans nos êtres individuels et intrinsèquement, vraiment, de manière très forte. Les failles parfois qu'elle peut réouvrir, et puis une forme de perte d'insouciance aussi et d'innocence, parce que tout à coup on rentre dans quelque chose qui est de l'ordre de la vulnérabilité, la fragilité, la question de la mort, plein de choses qui arrivent et auxquelles t'es absolument pas préparé. Et encore, je dis ça, mais c'est pour nous. Si tu veux, tu aurais 25 parents avec des enfants porteurs de trisomie 21, ils te raconteraient tous une histoire plus ou moins semblable, plus ou moins différente. Ouais, surtout si tu dis que ça ouvre des failles, etc. Chacun a ses propres failles. Exactement. Donc, Après, t'as des gens qui disent « Ah ben non, moi j'ai pleuré 3 jours et puis je suis passée à autre chose ». Voilà, très bien. Nous, ça n'a pas été oui, surtout que vous l'avez appris, du coup, vous, à la naissance. C'est pas quelque chose que vous avez pu travailler pendant la grossesse et s'y préparer. Ouais. Commencer à réfléchir, qu'est-ce qu'on va devoir mettre en place pour le bien de l'enfant. Est-ce que, même du coup, à l'hôpital, vous avez été accompagnée d'une manière ou d'une autre en apprenant cette nouvelle ? Non, très très mal. Très très mal. Très très mal. Non, je peux pas le dire mieux. Si, j'ai déjà entendu des histoires encore pires que la nôtre, donc, et même encore récentes. Mais non, très très mal accompagnée. Tu sentais que. Et alors, de manière assez étonnante, on a une amie qui a accouché dans cette même maternité à Rennes, 8 ans plus tôt, et qui pour le coup avait été très bien accompagnée. Qui tout de suite a pu avoir accès, alors qu'elle était encore en maternité, à l'association Trisomie 21 Ille-et-Vilaine, qui a pu échanger avec une maman, etc. Voilà. Nous, il y a eu personne. On nous a annoncé ça un samedi soir. Je pense que la Touib, elle avait qu'une envie, c'était de se barrer en week-end et partir et se débarrasser de l'annonce le plus rapidement possible. Et voilà. Et donc du coup, et dans l'hôpital public, dans une maternité publique, clairement, il y avait plus personne. Donc du coup, on nous a laissé nous débrouiller tout seul avec cette annonce. Ouais, très peu d'humanité un peu derrière. Zéro. Zéro humanité, beaucoup de maladresse. Et puis après, ça c'était le week-end. Donc le lundi, je pense le dimanche soir, il y a eu une sage-femme bien qui est arrivée. Et qui pour le coup a fait un bon job, mais pendant 24 heures, plus de 24 heures, on a été laissés à l'abandon, quoi. Ouais, et puis 24 heures, ça peut être très long, quoi. Surtout, ça peut être, c'est très long. Ouais, ça peut être en effet très long, ça l'a été. Et du coup, en fait, toutes les émotions, il y a une espèce d'une forme de mise à distance aussi en disant mais c'est pas possible, ça peut pas nous arriver, ils se sont trompés, machin. Et puis en même temps, il y a des moments où tu te dis mais pourquoi ils se seraient trompés ? Tu balances pas une annonce comme ça sans avoir un minimum de. Comme tu peux le dire, tu balances pas une annonce comme ça et tu t'en vas. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais du coup, voilà. Et c'est vrai que cette question des stéréotypes, mine de rien, on en était pétris tous les deux. Oui, parce que c'est du jour au lendemain où vous vous retrouvez projeté dans ce monde-là que vous connaissiez aussi bien que tout un chacun qui n'y vit pas et qui n'y est pas confronté. Oui, non mais moi surtout en fait, une des premières choses que je me suis dit, mais en fait, a priori je suis pas la seule, parce qu'en fait t'as l'impression que le ciel te tombe sur la tête, quoi. Et en fait, tu te rends compte que non, il y a des enfants qui naissent porteurs de trisomie 21 tous les ans. Tous les mois presque en France, malgré les dépistages, etc. Et en fait, du coup, tu finis par te dire, mais ils sont où au final ? Où est-ce qu'ils sont ? Les personnes porteuses de handicap en France, elles sont où ? Alors, évidemment, il y a près de 80% des handicaps qui sont invisibles. Donc ceux-là, voilà, on les croise dans la rue, évidemment, on ne le sait pas. Mais les handicaps visibles, ça fait quand même 20% de la population. Et du coup, de cette population en situation de handicap, ils sont où ? Et moi, je sais pas où ils sont. Je les ai pas vus. Pour moi, ils ont été invisibles, en fait, jusqu'à la naissance de Colline, jusqu'à ce que j'ai 38 ans, 37 ans. Du coup, je les ai pas vus.
Donc du coup, il y a aussi une remise en question de soi-même, de son propre regard, et de cette vie qu'on mène un peu à l'écart, voire même à l'abri de tout ça, de ses fragilités, de ses différences. Et c'est vrai que c'est une claque aussi qu'on prend individuellement à cause de ça. Donc tu dis, ouais, je suis passée peut-être à côté de personnes. Clairement, on passe à côté de réalité, quoi. Alors, on passe à côté de réalité, et surtout, on se rend compte qu'on vit dans 2 mondes parallèles, en fait. Et comme de parallèles, ça se touche pas souvent, quoi. En fait, pour moi, il y a une forme d'invisibilité, en fait. Enfin, ouais. Et pour moi, ils ont été invisibilisés de ma vie jusqu'à ce que j'ai 38 ans, quoi. Et c'est assez bouleversant, en fait, de s'en rendre compte. Après, pour moi, Colline, elle est pas... on associe évidemment trisomie 21 avec handicap parce qu'en fait, elle a une notification de la Maison départementale des personnes handicapées, de la MDPH, qui est l'institution en fait qui s'occupe justement d'octroyer des droits en fait à Colline en fonction de ce dont on aurait besoin pour elle, etc. Donc ça relève de l'école, de l'allocation d'éducation de l'enfant en situation de handicap, etc. Et pour la MDPH, la trisomie 21, c'est 80% et plus de handicap. Donc du coup, on a un taux et qui permet d'octroyer des droits en fait. D'accord. Donc du coup, à partir du moment où tu dis ça, tu te dis bon, il reste 20% de valides, c'est bien. Mais en fait, c'est évidemment pas ça. Mais ça fait quand même réfléchir. Et puis à côté de ça, en fait, Colline, elle est en situation de handicap par moment. Moi, je la perçois pas comme handicapée. Tu pourrais demander à ses frères, à Nathan comme à Pierre, ils diraient mais Colline, elle est pas handicapée, quoi. Donc fichez-lui la paix, machin. Elle est en situation de handicap par moment. Donc il y a des moments où en effet, tu vois que la trisomie 21, elle vient mettre le bazar en fait dans ses apprentissages. Elle vient mettre le bazar aussi parfois dans ses comportements. Elle peut venir mettre le bazar dans des caractéristiques physiques et physiologiques. Ça touche à des troubles de l'oralité. Ça touche à tout l'aspect bucco-dentaire. Ça va toucher à la thyroïde, ça va toucher aux malformations cardiaques, à la plus forte propension pour un enfant porteur de trisomie 21 de développer une leucémie. Enfin voilà, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Mais du coup, ça tu le sais pas au début, de toute manière. Et en fait, tu l'apprends petit à petit. Donc du coup, pour Colline, voilà, on a une prise en charge à la fois médicale et médico-sociale pour pouvoir avancer avec elle. Ok. Donc, pour revenir un petit peu sur son arrivée, est-ce que... donc, vous avez dit que justement, au départ, c'est ce que tu m'as dit, il faut accepter soi-même tout ce qui se passe, et ce qu'on ressent et comment est-ce qu'on aborde tout ça. Est-ce que vous l'avez ressenti tous ensemble et fait ce travail tous les 4, du coup, avec Pierre et Nathan, ou est-ce que c'était chacun de son côté, ou même est-ce qu'il y a eu une scission entre les parents et les enfants, où chacun lui disait... C'est hyper difficile. Enfin, c'est difficile à expliquer parce qu'en effet, c'est une annonce à la naissance. Donc du coup, en fait, le truc te tombe sur le coin de la figure, tu t'y attends pas, tu comprends pas. Et il y a une phase de ce que tous les parents appellent et les psychologues appellent dans ce type d'annonce, qui est une phase de deuil en fait à amorcer. Maintenant, c'est une phase de deuil qui est compliquée à amorcer parce que chacun vit un deuil différemment. Alors, quand on dit deuil de la projection, de l'enfant projeté, de cet enfant parfait. Nous, c'était une petite fille après 2 garçons. C'était dans un contexte de réalisation aussi d'un projet professionnel, de création d'une entreprise pour nous. Enfin voilà, il y avait plein de choses en fait qui faisaient qu'on se disait voilà. Tout ce qu'on a entrepris, tout ce qu'on a essayé de faire, toute l'énergie qu'on a mis pour se créer notre vie ici avec les enfants, etc., se concrétise en fait. Et je pense que peut-être que si on n'avait pas été dans ce contexte-là, est-ce que les choses auraient été moins dures? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été particulièrement dur, ça a été particulièrement rude à vivre. Après. On a tous réagi différemment. Enfin, je pense que chacun pourrait te raconter l'histoire de son point de vue.
Et encore aujourd'hui, je sais pas si on s'est tout dit tous, tu vois, encore aujourd'hui. Oui, parce que ça, ce qui suppose que tout le monde, en fait, a un peu un cheminement à vie, quoi. Ouais. Il n'y a pas de moment où tu as l'impression d'être en totale acceptation de cette réalité. Non. Et en plus, chaque histoire, elle est, c'est une histoire à plusieurs branches. C'est-à-dire que t'as moi avec Colline, et à travers moi avec Colline, c'est moi et mon mari, c'est moi et mon fils aîné, c'est moi et mon fils cadet. Enfin, tu vois. Et donc du coup, en fait, toutes ces petites branches-là, en fait, elles sont impactées, en fait, parce qu'on vit. Et parce que moi je traverse. Donc du coup c'est hyper compliqué de savoir derrière comment les uns et les autres ont pu vraiment prendre tout ça. Après j'arrive pas en fait à me souvenir véritablement de comment on a pu l'annoncer aux enfants. J'ai pas le souvenir. Nathan, il avait quand même 10 ans à l'époque, donc je pense qu'il allait avoir 10 ans en fait. Colline, elle est née le 25 novembre et Nathan, son anniversaire des 10 ans, c'était le 3 décembre. Donc du coup, il avait 10 ans, donc je pense qu'il a compris des choses, probablement pas tout non plus, mais il a compris un certain nombre de choses. Et surtout, il a eu un rôle très protecteur avec sa sœur. Il n'y a pas du tout eu de rejet. Ça a tout de suite été. Non. Ok, ça c'est ma sœur, peu importe. Tel quel. Ouais. En fait, et puis franchement, lui, il pouvait. Enfin, je pense qu'il avait aucune représentation de ce qu'était la trisomie 21. Je dis, on avait aucune. Il n'y avait pas de personnes porteuses de trisomie 21 dans notre entourage, même lointain. Donc du coup, je pense qu'il savait même pas ce que c'était. Je pense qu'il nous a vus surtout tristes, en colère, pleurer, etc. Mais je pense qu'il avait aucune représentation de ce que c'était. Pierre encore moins, il avait 3 ans et demi, donc c'était tout petit encore. Et du coup, je peux en effet imaginer que ça a été dur pour tout le monde et que on a juste avancé, essayé de faire au mieux et fait avec ce qu'on était capable de faire, en fait, tout simplement. Oui. Mais voilà, après, moi j'ai réagi d'une certaine manière. Olivier, mon mari, a réagi différemment, avec plus de. Mais ça dépend aussi des tempéraments de base, en fait, des caractères. Moi, j'ai un caractère plutôt consensuel, diplomate. Voilà, où j'aime pas trop le conflit, donc du coup, j'essaie de temporiser tout le temps, et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je pense que ça a pris plus longtemps d'avancer. Ah ouais, tu penses que justement, je pense que du coup, pas entre guillemets faire péter tout ça, tu vois, tout sort d'un coup et explose. Ouais. Et après, hop, on reconstruit. Ça a été un peu une reconstruction et déconstruction ensemble. Ouais, ça a pris, je pense, quelques années, ouais. Et de toute manière, il n'y avait pas la place pour 2 qui pétaient un plomb parce qu'il y en avait déjà un qui le faisait. Donc, c'était pas. Il y a la barque à tenir toujours. Ouais. Donc, Et voilà, chacun a avancé comme il a pu. Après, ça laisse des traces. Ça laisse des traces aussi dans le couple, dans la famille. Donc, au fur et à mesure, en fait, on essaye de reprendre un petit peu tout ça, de reconstruire tout ça. Et un psychologue, Nathan a vu un psychologue, Olivier en a vu aussi, moi j'en ai vu aussi, voilà, on a été aussi accompagnés. Si au départ l'accompagnement n'a pas été fourni, ça a été d'aller le chercher, quoi, de pouvoir s'entourer. Ouais. Alors au départ, pourtant mon père est psychiatre, donc du coup la part de la psychologie, je sais qu'elle est importante dans nos vies, je sais que c'est important de se faire accompagner, mais de là en fait à franchir le cap et à se dire voilà, là j'y vais, je sens que j'ai ce besoin, etc. C'est pas toujours facile parce qu'après faut trouver la bonne personne aussi. Il faut avoir la force de chercher. Voilà. Et après voilà, il y a des moments de toute manière il y a pas le choix parce que sinon tu laisses ta peau, quoi. Donc du coup ça on a essayé, on a avancé. Thérapeute de couple, je pense qu'on a vu pas mal de monde et puis tu vois, 6 ans plus tard on est toujours une famille, on est toujours tous les deux et voilà. Donc ça se poursuit, mais ça reste une aventure et ça reste un travail à mener, en fait.
Et je me demandais, parce que j'ai regardé un petit peu l'accès à l'éducation, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet pour Colline, de réussir à entrer un peu à l'école, parce que tout le monde a le droit à l'éducation, a priori, en France. Et quand je regardais ce que toi tu postes, etc., je me suis dit, mais c'est un monde qui est hyper flou, plein d'acronymes. Entre, j'avais noté du coup MDPH que tu nous as expliqué. Attends, je les ai notés. ATSEM, AESH, ça paraît hyper flou. Est-ce que c'est si flou que ça? Est-ce que c'est... Enfin, ça n'a pas l'air facile, ça a l'air d'être quand même... Non, mais en fait, c'est... Alors, il y a deux choses dans tout ça. Il y a la partie administrative et il y a la vie. Et en fait, tu peux pas séparer l'un de l'autre. Et donc, du coup, tu es obligé d'apprendre, en fait. Tu sais, c'est comme si tu repartais à l'école toi-même ou une formation accélérée en vie ma vie avec un enfant en situation de handicap, quoi. Donc du coup, t'apprends les acronymes, t'apprends qui fait quoi, et en fait tu te rends compte que en fait le qui fait quoi il est pas toujours très clair, que qui a droit à quoi, ça c'est totalement flou aussi, parce qu'en fait tu te rends compte qu'avec des familles... qui a droit à quoi? C'est selon, comme tu disais, le niveau de handicap. Alors le niveau de handicap, et au-delà de ça, c'est aussi... en fait, la MDPH, elle octroie des droits. Et en fait, c'est une commission qui valide les droits octroyés. Et en fait, c'est une équipe d'évaluation au départ qui évalue en fait justement la demande que font les parents. Et en fait, tu t'aperçois que pour des situations que tu as l'impression de voir similaires, il peut y avoir des droits différents qui sont octroyés. Donc le flou, il est là en fait. Il y a une espèce d'appréciation en fait. C'est un peu subjectif. Quoi. Ouais. Et après, du coup, tu te rends compte que tous ces dossiers-là, en fait, moi, je les fais plus toute seule. C'est trop dur, en fait, à faire. Les premiers dossiers sont hyper difficiles à faire. Et après, les dossiers sont... C'est-à-dire psychologiquement, ouais. Émotionnellement. Ouais. Parce que ça doit creuser, Parce que ça creuse, parce que c'est à chaque fois la projection dans les besoins de ton enfant, et donc du coup forcément dans la différence qui est vraiment ça la met pointée. En exergue, quoi. Ouais. Et en plus sur certaines choses, tu sais qu'il faut parfois un peu noircir le tableau pour pouvoir éventuellement avoir une chance que le dossier soit bien compris ou soit évalué dans de bonnes conditions, quoi. Donc ça, c'est pas toujours facile. Après, une fois que t'as compris ça, une fois que t'as compris que ça n'est qu'un dossier administratif, c'est rien de plus. Et que de toute manière, ils le lisent pas dans le détail, ils ont tellement de retard, il y a tellement de dossiers. Que du coup, ça sert à rien. C'est quelque chose qui est un peu difficile. Ouais. Voilà. Que du coup, ça sert à rien de faire. En fait, tu dois écrire un projet de vie pour ton enfant. Un projet de vie pour une petite fille de quoi la le premier dossier, je l'ai fait à 4-5 mois. Et un projet de vie pour un nourrisson de 5 mois. Ouais. Ah, c'est de la projection, ça. Ouais. Et du coup, en fait, ce projet de vie, si tu veux, au final, c'est impossible, en fait, à rédiger vraiment. Soit tu mets tout sur la table et auquel cas tu fais 25 pages de projet de vie, mais tu sais très bien que ce sera pas lu et donc du coup que ça sert à rien en fait. Et puis c'est pas l'endroit en fait. Ton dossier MDPH c'est pas une thérapie. Hein. Oui. Donc du coup en fait il faut être factuel. Il faut être factuel. Il faut savoir ce dont tu as besoin, ce que tu demandes, quel droit tu souhaites obtenir pour ton enfant. Et puis c'est tout. Ça sert à rien d'aller chercher autre chose parce que de toute manière le dossier il est pas fait pour autre chose. C'est difficile justement si t'es pas accompagné et c'est comme vous du jour au lendemain de te reprocher là-dedans, tu t'en sais juste rien de ce dont il a besoin. T'en sais rien du tout et puis parfois il faut pas minimiser les besoins et on a parfois tendance à faire ça en disant non mais mon enfant ça va bien, il a pas besoin de ça. Ben ouais, mais en même temps, s'il en a besoin à un moment donné, tu seras peut-être contente d'avoir fait d'avoir coché la bonne case aussi. Donc du coup, voilà, faut être réaliste en fait quand on fait ce dossier, parce que c'est important. Donc l'assistante sociale maintenant, pour moi, c'est quasiment automatique. Hein. Donc ça, par contre, il n'y a pas d'assistante sociale attribuée dès le départ. Ça, il faut aller la chercher. Ouais. Faire la démarche. En fait, on a des structures au-delà quand je te parlais de prise en charge médico-sociale et du CAMS par exemple, c'est le Centre d'action médico-sociale précoce
pour les enfants en situation de handicap. Et donc les parents demandent en fait à ce que leur enfant soit suivi au CAMS. Et dans ce cadre-là, il y a un pédiatre, il y a aussi des professionnels, donc il peut y avoir orthophoniste, kiné, psychomote, parfois même ergothérapeute, psychologue, etc. Enfin voilà, et assistante sociale. Et donc nous, c'est l'assistante sociale du CAMS en fait qui m'avait aidé à compléter les derniers dossiers MDPH notamment pour l'école, pour la question d'orientation scolaire et tout ça. Et parce qu'en effet, il faut que ce soit carré en fait. Il faut qu'il y ait les bons éléments dans les bonnes cases, qu'il y ait les mots clés pour que justement le dossier soit bien compris. Et ça, le CAMS, c'est accès gratuit? Ouais, c'est accès gratuit. Ouais, okay. Ouais, c'est accès gratuit. Ça, c'est bien du coup. Ouais. Non, ça c'est très bien. Après, le problème c'est qu'il n'y a pas de place. C'est compliqué. C'est très compliqué. C'est souvent des professionnels, c'est souvent des femmes, c'est souvent des professionnels qui sont sur plusieurs structures, qui sont souvent à temps partiel déjà. La capacité en fait d'accueillir. Et donc du coup qui ont de vraies difficultés d'accueillir, en leur sein. Donc souvent en fait, t'es obligé de faire une partie. Enfin, t'essayes quand même de garder une prise en charge au sein du CAMS. Et puis le reste, tu te débrouilles un peu, mais tu le fais beaucoup en libéral. Donc il y a une vraie difficulté au niveau des MDPH parce que c'est départemental. Donc du coup, il y a une forme d'inégalité en fait qui se crée à la fois sur le territoire. Il y a des MDPH où tout se passe très bien, où les dossiers sont compris très rapidement, où les délais de traitement sont pas aussi longs, où tu t'es pas obligé de faire 3 demandes avant d'avoir ta carte de parking, voilà. Et puis ou pour avoir ton complément, ou alors pour avoir une AESH individualisée, enfin voilà. Et c'est une AESH, c'est les accompagnement d'enfants en situation de handicap. Okay. Et donc du coup, c'est les anciens AVS qui accompagnent l'enfant spécifiquement à l'école sur son temps scolaire. Et voilà, et t'as des MDPH où c'est extrêmement difficile, il y en a d'autres où c'est extrêmement plus facile. Donc voilà, t'as cette inégalité de territoire et donc de droits octroyés pour les enfants. Et ça... ça, tu peux pas le savoir avant de toute façon. Ça, tu peux pas le savoir avant. Tu peux pas le savoir avant, et puis de toute manière, ton enfant est né à Rennes, donc du coup, c'est la MDPH 35. Et à ce moment-là, t'apprends au fur et à mesure que c'est la MDPH 35 qui est pas une des plus facilitantes. Voilà. Donc un combat supplémentaire à mener. Et là, aujourd'hui, Colline, elle a accès à l'école. Ouais, Colline, elle est à l'école depuis 3 ans. Elle va donc rentrer dans sa 4e année d'école. Alors quand je dis 4e année d'école, c'est pas tout à fait vrai parce que sa première année, donc elle est rentrée Colline à l'école, elle avait tout juste 3 ans. On avait donc dans une première école pour faire une petite section. Et en fait, l'année s'est très mal passée. On a eu une enseignante qui était totalement réfractaire à l'accueil de Colline dans sa classe. En tout cas, ce qu'elle disait, c'était dans les conditions de non-accompagnement, justement, de non-obtention d'AESH. Puisqu'on n'avait pas eu encore la notification de la MDPH. Et par contre, après, une fois qu'on a eu la notification, derrière, il fallait le recrutement par le rectorat. Et ça, ça prend beaucoup de temps. Et en fait, t'as des budgets qui sont totalement restreints, contraints, et qui sont distribués au mois d'octobre. Et quand t'as une notification qui arrive au mois de novembre ou de décembre, il y a plus de sous. Donc du coup, il y a plus personne à pouvoir être embauché. Donc ça a été compliqué. Avec mon caractère diplomate et consensuel, on a essayé de trouver une solution avec l'enseignante, qui n'a pas du tout été une bonne solution, puisqu'elle prenait Colline 1h30 par jour dans sa classe. Elle voulait pas plus. Elle voulait pas de Colline pendant les temps de récréation. Elle voulait pas de Colline pendant les temps de récréation. Elle le justifiait comment ? Parce qu'elle pouvait pas surveiller Colline et que du coup elle considérait que Colline allait se mettre en danger et que c'était pas son job que de s'occuper de Colline pendant ces temps-là. Mais elle se serait mise en danger, je veux dire, c'est plus difficile de surveiller un enfant porteur de trisomie 21. Ça ne l'est pas plus, hein. Ça ne l'était pas plus. Hein. Enfin, c'était juste de la mauvaise foi. Enfin, moi, je considère que c'était de la mauvaise foi de sa part. Qu'elle voulait pas s'emmerder avec un enfant porteur de handicap dans sa classe, sans AESH, et que voilà. Et que c'était une position de principe.
C'est une école dans laquelle personne fait de vagues, plutôt favorisée, plutôt même privilégiée, et donc du coup, voilà, qui a ses habitudes, qui a un niveau à atteindre. Voilà, tous les enfants, quand ils sortent de maternelle dans cette école, ils savent en gros lire et écrire. Et compter. En maternelle à peu de choses près, ouais. Et donc du coup, voilà, je pense que Colline, elle allait demander trop d'attention, trop de temps, et qu'elle allait plomber l'avancement général de la classe. Ouais, c'était, on va dire, donc, pragmatique ouais, de sa part. C'était vraiment pragmatique de sa part, ouais. Sans affect. Ouais. Et l'école, de manière générale, elle est aussi réfractaire ou il y a quand même de la bienveillance là, sur cette enseignante-là et sur cette école-là, non, ça a été difficile. On a fini par avoir une AESH, puis un autre, puis, enfin bref, ça a été n'importe quoi. Et c'était l'année scolaire 2019-2020. Donc du coup, ça a été le premier confinement après. Oui. Et du coup, comme Colline, elle était à l'école que sur un temps restreint, et ben on l'avait laissée quand même à la crèche. Donc elle était en crèche municipale. Colline était en collectivité depuis qu'elle avait 9 mois. Donc elle était en crèche municipale et à la fin du premier confinement, en fait, on s'est posé la question, pas très longtemps, mais en disant bon, est-ce qu'on la remet à l'école ou est-ce qu'elle reste à la crèche? Et en fait, la ESH qu'elle avait obtenue était en certificat d'isolement. Donc du coup, elle allait pas revenir. Donc on a dit, on la laisse à la crèche. Elle va finir sa scolarité, enfin son année scolaire 2019-2020 à la crèche, et puis on verra pour l'année suivante. Et en fait, j'ai fait un rendez-vous avec la directrice de cette école, de l'école maternelle en fin juin, début juillet. Et en fait, on s'est pas compris. On s'est pas compris. Elle comprenait pas ce que je voulais. Moi, je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et parce que la proposition qu'elle nous faisait, c'était de remettre Colline avec la même enseignante l'année suivante. Donc t'as beau dire non, c'est pas possible. Hein. Clairement, même avec une AESH, en fait, le contrat de confiance, en fait, il est pas là. Donc moi, je suis sortie du rendez-vous, en fait, et je me suis dit mais on va pas y arriver, en fait. On va pas y arriver et c'est bon pour personne. Enfin, c'était n'importe quoi. Donc j'ai appelé 3 écoles privées sur Rennes, dans notre quartier, enfin un peu élargi, mais dans le coin. Et j'ai eu la directrice d'une autre école qui a été déjà très agréable au téléphone, ce qui change un petit peu, que je connaissais par d'autres biais aussi. Enfin voilà, on avait des amis qui avaient leur fille dans cette école. Enfin voilà, donc du coup je savais qu'il y avait quand même quelque chose de plutôt bienveillant en fait envers le handicap. Et donc du coup on a rencontré la directrice, on y est allé Olivier et moi, et ça s'est très bien passé. Et donc du coup on a dit voilà, on part là-dessus. Donc on a changé les enfants, ils ont commencé leur rentrée 2020-2021 dans cette nouvelle école. Et c'est absolument sans aucun regret qu'on est parti et qu'on est maintenant dans cette école, ça fait 2 ans. Donc là, Colline, elle est correctement accompagnée. Et là, non, elle n'est pas correctement accompagnée. Elle a des droits, mais derrière, dans les faits, c'est compliqué. De mettre ces droits-là en pratique. Ouais. Parce qu'en effet, on peut se satisfaire d'avoir une AESH le 1er septembre, mais quand le 30 septembre, elle est déjà en arrêt de travail et qu'elle va être en arrêt de travail pendant 4 mois et demi, si tu veux... Oui, c'est pas le deal. Donc c'est pas le deal de départ. Non, ça va pas, quoi. Mais c'est tout un système, en fait, qui dysfonctionne. On a une loi d'inclusion scolaire, d'école pour tous, mais en fait qui est absolument pas suivie des faits, qui est absolument pas suivie de moyens, ni financiers, ni humains, ni de formation, mais que ce soit du côté de l'éducation nationale, c'est aberrant. C'est aberrant. Mais voilà. Donc du coup, en fait, on fait avec ce qu'on a, quoi. On fait avec ce qu'on a et surtout on essaye de trouver le bon environnement, en fait, qui conviendra. Et ce que je te disais au début, en fait, c'est tu crées du lien, en fait, avec les professionnels qui vont accompagner Colline, tu crées du lien avec une équipe enseignante, tu crées du lien avec les amis qui sont autour de nous. Certains ne sont plus dans le spectre, et tant pis, c'est comme ça. D'autres le sont davantage, et ça c'est super aussi. Enfin voilà. Donc du coup, tu recrées en fait autour de toi quelque chose de bienveillant et de positif. Donc l'important, c'est l'environnement et l'entourage. Ouais. Parce que sinon ça peut être compliqué.
Et souvent, enfin, au début, la première année de Colline, on me disait, je pouvais avoir cette question en disant, mais c'est quoi le plus difficile, du coup, c'est le regard de la société et tout. J'étais là, mais la première année, non, c'est pas le regard de la société qui est le plus difficile. La première année, c'est plus d'avancer, c'est plus de C'est ton propre regard. Ouais, c'est vraiment son propre regard. Et puis c'est une nouvelle réalité qui prend place, quoi. À la fois organisationnelle, et puis ça a forcément des impacts sur ta vie professionnelle, sur ton couple, la fratrie, etc. Mais voilà, mais ça reste en effet toi avec le reste. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que c'est la société, en fait. Plus tu avances en fait en âge, plus tu te rends compte que c'est compliqué. Et la société, donc justement pour tout ce qui va être l'accès à l'éducation, les droits de Colline et son entourage proche, finalement. C'est ça, en fait. Les soucis... okay. C'est ça, c'est les aspects administratifs qui sont quand même très énergivores et qui sont... qui remuent toujours un petit peu, mais qui sont énergivores dans les combats administratifs qu'il faut mener, d'obtention de droits, etc. Et ça, c'est ça c'est plus difficile. Et puis après, c'est le regard. C'est le regard de professionnel, en effet, tu vois, d'une enseignante qui, en fait, te renvoie un truc extrêmement négatif sur ton enfant. Voilà, c'est ce genre de choses. Pour reprendre un peu le terme d'énergivore que tu as employé, bon, on va se le dire, vous avez une vie énergivore dans la en tout cas bien remplie, c'est ça que je veux dire, entre 3 enfants à charge, Colline et son petit extract, du coup, qui vous force à aller de rendez-vous en rendez-vous avec les médecins. Ton travail, plus du coup, vous avez aussi, comme tu disais au départ, votre entreprise, donc la piscine Blue Nat à Rennes. Ouais. Et donc, dans tout ça, est-ce que, comment vous faites pour... quelle place vous parvenez à laisser au couple dans tout ça? Parce que ça reste important pour avoir... il a pas de place. Il a pas ou peu de place. D'accord. Et forcément, au bout d'un moment, ça pète. Donc, du coup, il faut essayer de rééquilibrer les choses. En fait, on marche sur le fil tout le temps. Tu sais, c'est la ligne de crête, en fait. C'est toujours du jour le jour, comme c'est ta ligne de crête, en fait. Le quotidien est tellement contraint, il est tellement timé et contraint que, du coup, c'est compliqué. Mais... vous avez quand même réussi à rester soudés ensemble, vu que la famille est toujours là. Oui, mais c'est pas facile. Ah oui, ça, j'en doute pas. C'est pas facile. Et en effet, ce qui a aidé à un moment donné, ça a été justement de voir un thérapeute de couple qui a permis de remettre du lien et de la compréhension, en fait, entre nous. Et quand je te disais que la trisomie 21, elle vient aussi révéler des failles et tout ça, c'est vraiment de cet ordre-là. C'est finalement tout ce qui fonctionnait bon an mal an avant, parce que finalement une histoire de couple c'est toujours une aventure, c'est toujours un peu compliqué. C'est des concessions, c'est des regards différents sur la vie, sur le couple lui-même aussi. Et en fait, quand il n'y a pas trop d'anicroche, quand il n'y a pas ces petites épreuves-là que la vie réserve, ça finalement, ça peut être assez lisse. Et quand t'as cette épreuve-là qui arrive, qui réveille et révèle les failles de chacun, les fragilités, les zones d'ombre, tout ça, et du coup, tu te rends compte que finalement... ça laisse encore plus de part à l'incertitude, je trouve, qui est aussi dans le couple. C'est-à-dire comment... Qui était déjà très importante avec Colline et la trisomie. Ouais. Donc ça rajoute en fait une autre part d'imprévisible et puis de flou tout ça. Ouais. Et puis d'insécurité, parce que comme on avance chacun différemment, du coup c'est à quel moment on arrive à se rejoindre et tout ça. Et en fait pour nous ça a toujours été les vacances en fait qui nous ont permis de reprendre les liens, de reprendre pied en fait un petit peu dans tout ça, de s'extraire justement de ce quotidien extrêmement contraint et de retrouver de la liberté. Et de retrouver une part de liberté et de se retrouver en fait. Se retrouver à 2, alors évidemment à 5 en fait, mais de se retrouver aussi dans nos choix de destination, dans nos choix de vacances, dans la manière dont on les vit, etc. Et ça a été à chaque fois des bouffées d'oxygène.
Et c'est ça qui a fait qu'on a réussi à avancer. Et je te dis vraiment cette compréhension en fait qu'il est nécessaire de remettre en disant mais en fait on a tous les deux des parcours de vie différents, d'éducation différents, de représentation de ce qu'est le couple aussi. Donc forcément, à un moment donné, je peux attendre ça ou il peut attendre ça de moi, mais en fait, je suis pas capable de le donner parce qu'en fait, pour moi, ça, c'est pas une réalité, ça. Parce que moi, je mets autre chose derrière la question du couple. Donc du coup, ça a été indispensable en effet de mettre ça en place. Et après, en fait, une fois que tu le dis, tu dis, bah oui, mais au quotidien, comment j'arrive à faire vivre encore ça, Et puis ces représentations, c'est peut-être naïf, mais elles sont probablement vouées à évoluer avec toi, quand tu grandis, quand tu vieillis, quand tu t'arrives des trucs, et les représentations que tu te fais, bouge avec. Et puis les besoins et les attentes qu'on peut avoir. Enfin, tu vois, c'est jamais linéaire. Il y a des moments, t'es un petit peu plus insécure sur le boulot, donc du coup t'as besoin peut-être d'autre chose. T'es plus insécure sur ta relation à ton mari ou à ta femme parce que t'as l'impression qu'il s'éloigne, parce que je sais pas. Enfin, tu vois, mais chacun en fait a des émotions et à des sentiments à un moment donné qui varient. Et donc du coup, si l'autre est pas disponible à ce moment-là, du coup, ça peut vraiment entraîner des choses un peu plus compliquées. Donc du coup, c'est d'essayer de le dire, d'essayer d'en parler, mais peut-être d'avoir un peu ces micro-bouffées d'oxygène à ce moment-là, quoi. Ouais. Au sein du coup des périodes de travail. Ouais, mais en fait, tu parles du couple, mais je pense que en fait c'est même individuellement en fait. C'est finalement si les parents sont heureux, individuellement, le couple sera heureux et la famille sera heureuse en fait. Et donc du coup, c'est d'essayer de trouver ce qui fait du bien à soi-même et d'essayer de se créer ces petits espaces-temps, d'épanouissement et de bien-être en fait. Et c'est hyper difficile. C'est hyper difficile. Mais il faut réussir à le faire. Et en fait, soi-même, on doit être notre propre priorité et le couple doit être une priorité. Et évidemment, la famille le sera. Mais c'est une sacrée charge mentale tout ça et d'organisation, parce que même pour se mettre ses propres bulles d'air, faut réussir à les imbriquer dans toute cette organisation. Et puis en plus, comme tu dis, c'est la priorité, mais en attendant, il y a quand même d'autres priorités, emmener les enfants à tel endroit, la piscine, et du coup, est-ce que je fais passer ma bulle avant ou ma bulle après? Mais dans ce cas-là, ça change tout. Et oui, une charge mentale qui est clairement non négligeable et qui fait qu'on s'endort devant le film le soir. Ouais, qu'on s'endort ou en fait que t'as l'impression d'avoir le cerveau vidé, quoi. De plus avoir d'espace de cerveau disponible. Donc entre deux périodes de vacances, moi j'ai l'impression d'être dans un tunnel en fait, ou en apnée. Jusqu'à la prochaine bouffée d'oxygène. Ouais, c'est un peu pilote automatique et on y va, mais il n'y a pas le choix. C'est ça. Et c'est difficile, hein. Et tu vois, je me souviens d'un copain qui disait oui, mais vous pourriez faire d'autres choix. Ok, alors en fait, je pourrais certainement faire d'autres choix. Je pourrais certainement réfléchir ma vie autrement. Tu me laisses 3 mois sans bosser, sans enfant. Là, je pense que je vais pouvoir te proposer un autre plan d'organisation. Mais là, en fait, dans mon organisation du quotidien, il y a trop de choses à bouger, en fait. Tu vois, c'est comme si tu avais des tiroirs qui étaient tous désalignés en quelque sorte. Et en fait, il faut tout réaligner pour qu'à un moment donné, tu dis, ok, là c'est aligné, donc ok, maintenant on va pouvoir prendre des décisions. Maintenant, on va pouvoir se dire dans quelle direction on va. Là, c'est fonctionnel et là, c'est un équilibre stable, voilà. Quoi. Mais en fait, quand tout est désaligné, tu te dis, putain, mais en fait, je vais jamais y arriver. Et là, ça demande une force incroyable. Enfin, toute cette aventure, en fait, elle vous mobilise des forces qui sont importantes. Ouais. Qui forgent. Et encore, enfin, tu vois, c'est terrible de dire ça, hein, mais moi j'ai déjà entendu des parents d'enfants en situation de handicap avec des handicaps qui sont quand même beaucoup plus lourds que celui de Colline,
et qui me disent non mais la trisomie 21 c'est la Rolls-Royce du handicap. Oui, c'est vrai que vu comme ça, en effet. Je veux dire, ma fille a pas une maladie dégénérative, elle a pas, enfin, tu vois, son espérance de vie c'est pas 5 ou 10 ans, enfin. Est-ce que ça minimise pas aussi un peu tout de dire ça? À la fois, c'est pas que ça minimise, mais des fois, t'as besoin d'entendre ça en fait pour te dire, pour relativiser, pour te remettre un peu quand même un peu droit dans tes bottes, et puis en même temps, chacun a le droit en fait d'avoir ses zones de souffrance et avec handicap ou pas d'ailleurs, et de pas minimiser non plus les ressentis de chacun en fait. Je trouve que c'est important aussi, et parce que ça risque, hein, si on minimise en fait, si on commence justement à mettre tout un petit peu une espèce d'échelle comme ça globale, et ben si elle finit par couper en fait les gens les uns des autres. Et en fait, on a besoin de tout, de chacun en fait. Et si tu commences à mettre cette échelle, et ben le risque c'est vraiment de s'isoler en fait, et de dire moi ce que je vis c'est hyper difficile, alors c'est moins difficile qu'eux ou c'est plus difficile qu'eux, donc du coup en fait je reste juste dans ma zone parce que ceux qui ont rien du coup ils peuvent pas comprendre, et ceux qui ont trop, enfin voilà, et ben du coup c'est pareil, ils peuvent pas comprendre, donc du coup je reste dans mon truc à moi et je m'isole du reste, et en fait c'est pas bon, et puis ça fait grandir personne dans ces conditions quoi. Donc ça demande un effort parce que ça demande à sortir de soi, tu vois. Et puis parce que des fois dans le quotidien tu peux avoir des petites piques de gens qui sont plus maladroits qu'autre chose, tu vois, mais qui te renvoient toujours à voilà, est-ce que ta vie elle est, et ses difficultés aussi parfois, et voilà. Mais bon, tu mets un peu un mouchoir dessus de temps en temps et puis tu dis c'est pas grave, c'est de la maladresse. C'est de l'ignorance, de la maladresse. Et donc là, de nouveau, encore de la force personnelle, quoi, d'être suffisamment... Je sais pas si c'est confiant, mais en tout cas, comme tu disais, avoir suffisamment de distance pour pouvoir te dire ça, parce que sinon, quand t'es vraiment pris dedans, tout il y a des fois, t'as l'impression, tu sais, comme le taureau qu'on pique au fur et à mesure, tu vois. Ouais. Et puis à un moment, t'as piqué une fois de trop, mon coco, c'est toi qui prendras, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que ces bulles d'oxygène individuelles, en fait, elles sont importantes. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane, et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?